Je remercie Madame Margraf de m'avoir introduit. Le micro n'est pas... C'est bon. Qu'est-ce que je peux faire? Le rapprocher? Comme ça, peut-être. C'est mieux? Mais je peux parler plus fort aussi. Oui, je remercie Marc Fumaroli, d'ailleurs, de m'avoir invité à ce très beau colloque où je représente une des rares... où je suis une des rares représentantes de ses élèves, puisqu'il a été à la fois mon directeur de thèse et mon directeur d'habilitation. Donc je le remercie beaucoup. Donc je vais dire quelques mots, même plus que quelques mots, de cette fresque d'Ambrogio Lorenzetti que l'on trouve donc dans le Palazzo Pubblico à la Sala dei Nove à Sienne, et que pour l'instant j'ai intitulé ici Il buon e il mal governo, donc on verra ce qu'il faut en faire. Un'immagine plurideterminata. Ainsi, Maria Monica Donato, dans un article intitulé La bellissima inventiva, selon les mots de Saint-Bernardin, justifiait-elle par la complexité de la composition de Buongoverno la diversité des approches dont cette fresque a été l'objet depuis un demi-siècle. Interrogée d'abord, pour ne parler que de l'allégorie en laissant de côté les visions, par les historiens des idées politiques qui, en s'appuyant sur la philologie, se sont partagés entre sources aristotéliciennes, filtrées par Thomas, version chrétienne de l'éthique et de la politique du stagirite, c'est Nicolas Rubinstein en 1958, et une tradition plus diffuse venue d'une idéologie communale préhumaniste de sources cicéroniennes et sénéchiennes, décelables notamment dans le Trésor de Brunetto Latini, c'est Quentin Skinner en 1986 et 1999, et revendiquée à présent par les historiens de l'art qui l'interprètent à la lumière d'une autre tradition, non plus textuelle celle-là, mais iconique, et parle non pas tant de sources que de précédents et possibles modèles offerts à Lorenzetti par la peinture politique de l'époque, qu'il s'agisse, et c'est là un des rapports de Donato, de la pittura d'infamia et du double et formidable précédent de Giotto, à la fois à la Cappella dell'Arena à Padoue et à Florence, selon le témoignage de Vasari. À la faveur des différents apports, à la faveur des différents apports et des débats souvent très vifs qu'ils ont provoqués, bien des traits de la fresque se sont trouvés illuminés, à commencer par le groupe des vertus qui, avec l'identification de la figure centrale, a suscité le débat le plus soutenu. Voilà. Il semble qu'en dépit des objections de Skinner, on ne puisse nier, sinon la source, du moins l'ascendante aristotélicienne de la représentation de la justice sous ces deux aspects, distributive et commutative. Ces deux adjectifs sont d'ailleurs lisibles de part et d'autre de la figure. Distinction qui est déjà, comme le montre Donato, à la base de la représentation de Giotto dans la fresque de Padoue. De leur côté, les textes des préhumanistes, et en particulier de Brunetto Latini, allégués par Skinner dans ces deux articles, paraissent éclairer l'œuvre à divers titres. Ainsi, de la composition, voire la place donnée à Justitia, j'en viens là, ici, la vertu qui vient après toutes les autres chez Brunetto Latini, et ici au bout de l'estrade, et à Magnanimitas sur la même estrade. Attendez, je dois l'avoir là. Voilà, on la voit ici, donc pardonnez-moi, ce sont les aléas de... Je reviens en arrière.
Donc Magnanimitas donc sur la même estrade, aux côtés du juge, conformément au statut d'excellence qu'elle doit à la tradition sénéchienne. Ainsi, tandis que, par ailleurs, une citation de l'Oculus Pastoralis introduit dans son deuxième article, dans le deuxième article de Skinner, semble bien donner la clé de la mise en valeur au-dessus de tyrannie, ici, dans la partie consacrée au malgoverno de ces trois ennemis de la vie humaine que sont superbia, vanagloria et avaritia, auxquels l'auteur ajoute, il est vrai, l'invidia. Selon Skinner, les mêmes textes dévoileraient ainsi la conception qui soutient la représentation de fortitudo, armé et casqué, non pas tant la vertu endurante de l'éthique que la vertu compative du trésor de Latini, tandis que leur métaphore expliquerait les symboles de la corde, vinculum, ici, concordiae, vinculum concordiae, animos vincens, une vertu qui lie, dit Brunetto Latini, ou la lampe tenue par Prudentia chez Latini, elle porte la lumière et montre aux autres la voie. Il s'en faut cependant que soit épuisée encore aujourd'hui la richesse d'une œuvre longtemps apparue comme un unicum. Donato admet elle-même que bien des détails de la composition restent inexpliqués et peuvent renvoyer à d'autres aires culturelles ou restent à l'heure actuelle sans source textuelle. Je la cite, per converso nelle pitture c'è molto che non trova riscontro in nessun testo per ora chiamato in causa, ad esempio la presenza con le cardinali di magnanimità, una delle virtù dallo statuto più oscillante, ceci contre Skinner, e di pax che a rigore non è una virtù. Donc c'est donc forte de cette concession prononcée par une des meilleures exégètes de l'œuvre que nous voudrions réintroduire la reconsidération attentive d'un texte dont nous avons suggéré dès 2006 l'importance dans une communication faite à la Villa Médicis et affiner les hypothèses l'année suivante à Sienne. Un texte qui était dans toutes les têtes à l'époque de Lorenzetti et qu'on lit aujourd'hui sans le lire, ou au mieux comme répertoire iconographique, mais jamais comme un texte, tout en lui accordant, dans le contexte que nous décrivons, la valeur d'un archétype culturel. Il s'agit de la psychomachie. 915 hexamètres dactylites d'Aurelius Prudentius, Prudence. On posera d'abord que l'influence d'un ouvrage comme celui-ci, qui, à travers sa tradition manuscrite, imagée ou non, a inspiré les écrivains et les moralistes, les sculpteurs, les peintres, les artistes du vitrail, les tapisseries, la gravure, s'est exercé à la fois sur deux plans. Sur celui du modèle, du cadre générique, et il y a la place alors pour une influence médiatisée, et celui du détail de la source. Et il faut alors revenir au texte qui est insubstituable. Permettez-moi donc de mettre en œuvre cette double approche pour voir si Prudence a quelque chose à nous dire sur la fresque de Lorenzetti. Abordant donc brièvement la psychomachie en tant que modèle, nous entendons pour notre part aussi évidemment un modèle de persuasion, nous nous aiderons d'une précieuse suggestion de Donato qui dit « Quando i contrari son posti da presso », citation d'un manuscrit anonyme abrégé dans le titre d'un si récent article, puis allégué dans le texte en entier. Quando i contrari son posti da presto, allora l'esser loro ben si discerne e l'uno e l'altro dà più viva mostra. Quand les contraires sont près l'un de l'autre, alors leur être se distingue parfaitement et, disons, l'un et l'autre se rendent un plus vif effet. Appliquant alors ce ragionare per figuri à l'élucidation de la fresque du Buongoverno,
l'auteur lui découvre, comme on l'a dit, un double précédent jotesque, d'abord dans le diptyque du Comune rubato et Comune in Signoria, disparu mais connu donc par Vasari, puis scrutant les figures de la Cappella dell'Arena dans l'affrontement des deux figures centrales, justice et injustice, avec les petites scénettes en bas, in calce, d'un côté des danses, des chasses, des voyages, du côté justice, de l'autre des attaques, des vols, des homicides. Soit déjà, elle dit già l'impalcatura del Cico Senesi, donc soit déjà l'allégorie de deux modes de gouvernement et la description de leurs effets. L'observation faite est convaincante et la démarche est en cela fructueuse, nous l'avons dit, car la notion de source, elle substitue celle de précédent. Pourtant, dans cette voie, nous aimerions aller plus loin. D'abord en observant que la citation anonyme donnée en titre et en exergue est la transposition de deux passages, donc de la rhétorique d'Aristote, qui disent l'un, ce genre de style a de l'agrément parce que les termes sont antithétiques et sont très connus, et le deviennent plus encore par leur rapprochement. Et l'intelligence est plus aisée grâce à l'antithèse. Ce qui nous place aussitôt dans le contexte classique d'une théorie de la persuasion. Puis, en considérant non seulement les deux figures centrales, ainsi privilégiées et du même coup arbitrairement isolées, mais les deux séries mises en opposition, autre point de convergence entre la Cappella dell'Arena et la Sala dei Nove, car même si la décoration de cette dernière est dans le détail un système autrement plus complexe et déroge à la symétrie jusque dans les macro-proportions, deux parois dans le buon governo et une seule dans le mal governo, ici aussi, l'artiste a néanmoins installé de part et d'autre, Pinxit ou Trimque, deux ensembles, et on en connaît d'autres, dont le principe de structuration sérielle est le canon des vertus, cardinal et théologal, et des vices correspondants, un type donc de disposition que présente, pour ainsi dire, à l'état d'épure, un texte peu connu du Quattrocento, les Picture, une des intercennali restées longtemps inédites de Leon Battista Alberti. Franz Sietz, en 1968, qui ne connaissait pas le texte d'Alberti, rattachait avec son intuition coutumière les deux compositions de Giotto et Lorenzetti à la pratique médiévale des arts de mémoire, marquée, rappelait-elle, par un déplacement décisif de la rhétorique sur l'éthique. Déplacement préparé par la structure même du De Inventione de Cicéron, traité de rhétorique qui s'achève par une déduction des vertus. Ce qu'elle ne marque peut-être pas suffisamment, c'est le surcroît de visibilité qu'apporte désormais aux images de mémoire, par application du principe de rhétorique énoncé plus haut, quando i contrari, la structuration donc bipolaire et conflictuelle de la vie morale et spirituelle. Ce déplacement et cet enrichissement sont illustrés par la Retorica Novissima de Boncompagno da Signa, en 170-1240, qui appartient à l'école bolognaise et qui, recommandant une éducation de la mémoire comme activité vertueuse, parle d'imprimer dans l'esprit des images des vertus et des vices, rendues donc vivantes et frappantes selon les règles classiques et conçues comme des signes mnémoniques, qui doivent donc nous aider à gagner le ciel et à éviter l'enfer. Et de façon encore plus spectaculaire, chez Bono Giamboni, 1240-1292, auteur à la fois del Fiore di Retorica, traduction de la rhétorique à Irénius, dont la première partie est consacrée à la théorie de la mémoire artificielle et
en illustration d'un ouvrage d'édification, le Libro dei Vizi e delle Virtudi, publié en 1968 par Cesare Segre, qui est une remarquable application de la théorie. L'auteur, donc, en effet, commence par un dialogue entre lui-même et la philosophie, mais il poursuit en imaginant que celle-ci le conduit sur une éminence, d'où il peut voir, alignées dans la plaine, les armées ennemies des vertus et des vices, que l'on passe d'abord longuement et systématiquement en revue, généraux, capitaines, d'abord les schiere dei vizi, il y en a 7, puis les schiere delle virtudi, il y en a 4, avant de les engager dans une longue bataille qui s'achève par le triomphe du bien. Le traité, commencé donc à la manière de Boès, se prolonge et s'achève en forme de psychomachie, attestant de façon éclatante l'actualité dont jouit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle le poème de Prudence. Alors, on a tout lieu de penser, en effet, que si la mise en vis-à-vis de ces allégories morales a été facilitée par la codification, qui, donc, au septénaire des vertus, les 4 cardinales, les 3 théologales, oppose bientôt le septénaire des vices, des péchés plutôt, s'est exercé aussi à l'arrière-plan de nos séries antinomiques. Donc, c'est aussi exercer cette influence de la psychomachie de Prudence. Alors, la psychomachie doit évidemment sa fortune à sa puissance de visualisation, attestée par les miniatures qui ornent les manuscrits dès le Ve siècle. Et cette puissance a ce qu'elle représente les choses en actes, comme dit une fois de plus Aristote, illustrant à travers 6, ou plutôt on verra 7 affrontements successifs, l'antinomie en l'âme du chrétien des forces du bien et du mal. C'est cette disposition, rendue fidèlement par les miniatures du manuscrit U de Berne, copié à Reichenau au IXe siècle, et qui pourrait remonter, selon Egenberger, à un modèle du Ve siècle, qui serait voulu par le poète en personne, qui organise entre 100 autres exemples de transposition graphique la série de sculptures qui ornent au XIIe siècle la cathédrale de Salisbury, que je vous montre, un ensemble qui avait fait l'objet d'une très belle étude dans le volume 31 du journal de Warburg en 1968, dont je me suis permis de tirer les quelques images. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver d'autres d'ailleurs. Où l'on voit donc chacun des vices terrassé par une vertu plus forte que lui. Mais on pouvait aussi, en enchaînant, opposer, on dit encore affronter, sans les mettre aux prises, 2 séries de vertus ou de vices antagonistes, comme dans le roman de la Rose sur la muraille qui protège le verger de Déduit. Ici, convoitise, avarice, envie, tristesse. Notons que si la galerie de Giotto, que nous avons vue tout à l'heure, est conçue selon le second type de représentation, la fresque de Lorenzetti, elle, associe les 2 types, puisque dans le schéma général qui oppose les 2 séries antagonistes, 2 figures incarnent le drame allégorique. C'est d'un côté la justice, gisant, liée au pied de tyrannie. Et c'est de l'autre, comme l'a souligné Chiara Frugoni en 1983, la paix, dont la robe est dénouée, dont le coude s'appuie sur la cuirasse qu'elle a retirée et dont le pied droit repose en triomphe sur un casque noir, tandis que le bas de son vêtement couvre partiellement un bouclier gisant à terre. Ajoutons le groupe également des prisonniers aux mains liées derrière le dos, à droite, au pied de l'estrade, qui n'est pas là. On verra tout à l'heure. Mais puisque nous avons réussi donc à introduire dans la discussion le nom de Prudence, Prudentius,
que nous ne voyons citer qu'une fois en passant et distraitement par Skinner, nous voudrions, et nous en venons progressivement à notre véritable sujet, vous ramener au texte pour voir si on ne peut pas le créditer de bien plus que d'une vague influence générique. Observons d'abord que si elle se présente de façon exemplaire comme la mise en acte d'un combat intérieur dans l'âme ou la conscience du chrétien, la psychomachie est investie, et elle a été lue ainsi, d'une indéniable portée politique, par la préface polémique, par les allusions au combat contre l'hérésie, par les références aux conflits décrits dans la Bible, par l'insistance mise sur les conséquences d'un bon gouvernement, je cite, tant au chant qu'au forum. Sans parler de l'homologie, évidente depuis la République de Platon, entre le gouvernement de l'âme et celui de la cité. D'autre part, l'ossature très claire du poème, offerte par six affrontements de l'âme, successifs de foi, idolâtrie, chasteté et luxure, patience et colère, humilité et orgueil, sobriété et luxe, charité et avarice, chacun des protagonistes étant caractérisé par une remarquable vigueur, ne saurait faire oublier ni la richesse, la complexité de la mise en œuvre, ces protagonistes sont des chefs d'armée secondés par des troupes de soldats, ni le fait que les combats à peine terminés s'ouvrent après une septième et dernière péripétie, l'attentat de discorde contre la paix. Une deuxième partie du poème, en général trop souvent négligée. Let us begin by the dark side of the force, si j'ose dire. Laissez-moi donc, commençons par la partie négative de la fresque. On a fait observer, c'est Donato en 1995, que les acolytes de Tyrannides, ici, ne répondaient à aucune codification précise des vices. Du moins, plusieurs de ces figures ont-elles un répondant dans la psychomachie. C'est le cas de Freud, qui est ici à droite. Juste la liste Freud, Proditio, Fraus, enfin, inversé. Donc Freud, donc, qui est ici à droite. La psychomachie dit Fraus detestandis vitiorum et pestibus una, Fraus parmi tous les vices, fléau détestable. Sinistre acolyte qui, dans le poème, intervient deux fois. D'abord, c'est elle qui ouvre la fosse, la chausse-trappe, où finira par tomber son ami Superbia. Puis, on la voit entraînée dans la déroute avec la violence et le crime. Autre trait commun à la fresque et au poème, qui n'a point d'équivalent dans les textes de philosophie morale ou politique invoqués jusqu'ici, la métaphorisation. Réservant donc pour le moment la représentation de la discorde, qui appellera plus loin un traitement privilégié, nous remarquons que dans la fresque, comme dans le poème, Awaritia est dotée d'ongles de fer. Ici, donc, sur la gauche, Awaritia. S'avance, dit Prudence, s'avance Awaritia avec son amble poche et sa main crochue, sans relâche, ses ongles de fer, ungues ainos, ramasse du bulletin. Remarquons que Furor est animalisé sous la forme d'un loup terrifiant, parèdre des loups qui errent dans le paysage du Malgoverno. Cette image revient par deux fois dans le poème. D'abord, dans le cortège d'Awaritia. À la manière des loups, féroces les crimes rôdent, ainsi en bondissant dans toute la plaine, progéniture de la cupidité, nourrie de son lait noir. Et plus loin, ce qui pourrait nous aider à comprendre la brebis à queue noire dans les bras de Proditio, au milieu, le loup à la gueule sanglante, lupus ore cruento, se cache aussi sous la figure menteuse d'une blanche brebis à la molle toison,
pour répandre la mort cruelle en sautant à la gorge des agneaux. C'est ainsi que se dissimulaient Photinus et Arius, loups d'une atroce férocité, immanes ferita lupi. De tels détails, ongles de fer, loup à la gueule sanglante, déterminent une couleur au sens rhétorique du terme, accentuée dans le reste du poème par le caractère forcené prêté aux principaux acteurs. Colère au vers 113, gonflée de rage, furieuse, l'écume à la bouche, roulant des yeux injectés de sang et de fiel. Ira tout mince, spumandi fervida rictu. Avarice au vers 552, torvam faciem furaliaque arma. Et par le choix des qualificatifs qui en accusent la bestialité et en font des monstres infernaux. Par exemple, discorde au vers 719, ferialis bestia, rabies, dirus furor, monstrum ferrale. Donc une horde infernale, bien assortie au caractère de la figure centrale de Lorenzetti, dont le caractère démoniaque, il faut que je le retrouve, il faut remonter un peu plus haut. Là voilà, ici donc je parle de la figure ici centrale de Tyrannides, donc bien assorti au caractère de la figure centrale de Lorenzetti, dont le caractère démoniaque est souligné par les crocs et la paire de cornes. Ainsi l'a décrit Donato en 2004, un po' ingiustizia di Giotto, un po' Babilonia, un po' demonio. Mais ici encore, aucun des textes programmatiques déjà allégués ne soutient cette représentation. En revanche, des figures passent dans le poème qui incarnent la même force brutale et même démoniaque. Celle d'Holoferne, celle de Goliath, Minax, Rigidus, Iactans, Truculentus, version biblique de la formidable image de Cacus, Cacos, dans le livre 19 de la Cité de Dieu d'Augustin, que pourrait rappeler dans la peinture les traces évidentes. Oui, ici, ce sont les traces autour de Tyrannides, ici, des traces donc évidentes que pourrait rappeler donc dans la peinture, ces traces plus ou moins très souvent relevées d'une grotte dans laquelle se serait inséré Tyrannides. Enfin, on trouve également l'image de Bélial, mon précepteur est Bélial, et le monde est mon domaine, c'est le nom que hurle Discorde avant de trépasser. Venons-en maintenant à la partie positive et au programme proposé dans la fresque comme dans le poème. Nous avons dit que le sens du poème n'était pas épuisé avec la déroute des vices, consommée au vers 629, aux 2/3 du poème. S'ouvre en effet une dernière partie de près de 300 vers, marquée d'abord par l'attentat manqué de Discorde contre la paix, puis le calme rétabli pour le bien de tous. Compositis igitur rerum morumque secundis in commune bonis, 726-727. Et je souligne donc in commune. Par l'érection donc d'une estrade où concorde et foi prononcent 2 importants discours. Enfin, par l'édification d'un temple de l'âme analogue à celui de Salomon. Il vaut la peine à cet endroit d'écouter attentivement le discours de Concorde. C'est celui que vous avez sous les yeux, que je vous traduis. Fidèles enfants du Père et du Christ notre Seigneur, vous avez mis à mort, après bien des combats, les barbares cruels qui pressaient par le fer et par le feu les habitants de la ville sainte. Mais la paix publique repose sur la bonne entente entre les particuliers, tant au champ qu'au forum. Au contraire, la division civile ébranle l'État. Pas de sécurité extérieure quand la dissension est à l'intérieur. Prenez donc garde, soldats, qu'il n'y ait dans nos sentiments une pensée discordante, car une volonté fendue en 2
jette le trouble dans le fond du cœur où se combattent les penchants opposés. Que nos pensées soient unies par l'amour, que notre vie ne respire qu'un seul zèle, sans cohésion, rien n'est solide. Alors nous remarquons plutôt que nous avons là appliqué certes au gouvernement de l'âme un programme directement responsable, transposable plutôt au plan de la cité, un programme qui par avance dessine l'articulation de la fresque de Lorenzetti, mettant déjà en relation éthique et politique, morale individuelle et paix civique, et contraste les effets en ville et à la campagne, rure foroque, comme dans notre fresque, les deux dispositions antagonistes de l'âme. Ce qui nous intéresse ici est la façon dont ces deux dispositions passent en images. On remarquera que la discorde, dénoncée par sa noble adversaire et qui était identifiée plus haut à l'hérésie, et à une hérésie qui déclarait que pour elle, Dieu est bicolore, Deus est mi discolore, est désignée ici par le nom de scissura. Scissura domestica turba trem populi titubatque forisco dissidet intus. C'est ce que disent les vers 756-757. Nous pensons que ce mot de scissura, formé sur le verbe latin scindo, du grec schizein, et qui signifie donc couper en deux, le mot latin qui désigne la scie et serra, et donc glosé plus loin par dissidet, fissa voluntas, sententia discors, biformia dissociabile, trouve son équivalent pictural dans la fresque avec la figure de divisio. Non seulement, que l'on voit ici, donc non seulement armé de la scie, mais revêtu de la version désaccordée de la robe de Sienne, blanche et noire, et marquée par les mots si et non. Inversement, on remarquera dans la suite du discours de Concorde, je pense que oui, il faut que je remonte. On remarquera dans la suite du discours de Concorde l'image attendue dans sa bouche et essentielle du lien compago qui, unissant les esprits, est le garant véritable de la paix. Ce sont les deux derniers vers, 767-768, que toutes nos activités de l'âme et du corps soient unies, ou plus exactement tressées, par les liens uniformes d'un seul et même esprit. Ce lien, c'est la corde bien visible dans la fresque qui, partant de justice, à gauche, passe de la main de Concorde à celle des 24 et à celle du bon gouvernement. Nous savons bien que dans ce cas précis, la métaphore du lien, vinculum concordiae, concordia vincias, est assez banale pour que Skinner, comme nous l'avons dit, n'ait aucune peine à relever dans les textes politiques qui s'inspirent les uns des autres, depuis Cicéron, maintes occurrences de l'image. Mais on nous accordera qu'il y a une grande différence entre une image lexicalisée et une image symbolique dans le cadre d'une allégorie en acte. Nous avons donc jusqu'ici l'observation la plus importante, celle qui justifie le titre que nous avons donné à notre intervention. Il y a longtemps que, depuis Saint Bernardin, et d'ailleurs en relation avec l'antique désignation du cycle sous le titre « La paix et la guerre », on a souligné la centralité de la figure de la paix, dans son éclatante robe blanche, à la gauche des vertus qui accompagnent le buon governo. Saint Bernardin l'évoque plus tard comme une évocation parfaite au sens comme à l'esprit. Ella è tanto dolce, cosa pur questa parola pace, che dà una dolcezza alle labbra. Voi l'avete dipenta di sopra del vostro palazzo, che a vedere pace è una allegrezza. Ce mot de paix, une chose si douce qu'elle procure une
douceur aux lèvres qui le prononcent. Vous l'avez peinte telle qu'elle dans votre palais, de telle manière que la voir est une joie. Enfin, je traduis un peu librement. Donc, et les mêmes critiques donc, qui aujourd'hui n'acceptent plus l'idée de Lorenzo Ghiberti et d'autres commentateurs prémodernes, selon laquelle la paix et la guerre et non le buon governo sont le sujet de la fresque, tombent d'accord pour constater cette centralité. Peace is seated at the center of the middle tier of the middle painting of the sickle and thus at the heart of civic life, écrit Skinner. Tandis que Jacques Greenstein s'emploie à montrer que les scènes de paix projetées sur le mur adjacent ne sont pas tant une illustration qu'une vision émanant de la figure centrale, si l'on peut interpréter ainsi son attitude et son regard. Ainsi toujours Skinner s'emploie-t-il, et n'a-t-il point de mal à relever dans les textes qui lui sont familiers, des occurrences de l'association, d'évidente ascendance romaine, entre les deux notions de pax et concordia. Il n'y a rien cependant dans ces textes de comparable à la place et au traitement qui lui est donné dans le poème de Prudence. Nous relevons d'abord, conclusion du discours de Concordia que nous avions réservé jusqu'ici, l'accentuation lyrique qui donne sa ferveur à l'hymne final à la paix. Je traduis donc. La paix est l'œuvre parfaite de la vertu. La paix est le point final des travaux. La paix est le prix de la guerre passée et le prix du péril. C'est la paix qui fait la force des astres. C'est la paix qui fait tout subsister sur terre. Rien ne plaît à Dieu sans la paix. On est tenté de dire, ou plutôt de lire, ces mots de Prudence à la lumière de la cité de Dieu d'Augustin. Augustin dont Prudence aurait vu le baptême à Milan. La Cité de Dieu, donc autre grand texte de ce 4e, 5e siècle, qui a produit aussi Marcianus Capella et Lactance. Ce dernier, inspirateur, comme l'a montré Roberto Guerini, du sol du Duomo de Sienne. Le texte, en revanche, auquel nous pensons, est dans le livre 19 de la Cité de Dieu, le long excursus sur la paix. Paix du corps, de l'âme irrationnelle, de l'âme rationnelle, du corps et de l'âme, des hommes, de la maison, de la cité humaine, de la cité céleste. Excursus qui commence ainsi, comme dans la psychomachie et selon moi, inspiré par la psychomachie. Là, les vertus n'ayant plus à livrer la guerre au vice ni au mal, posséderont le prix de leur victoire, l'éternelle paix, que nul adversaire ne troublera. Il s'agit, comme chez Prudence, de la béatitude éternelle. Mais les pages qui suivent, même si elles s'appuient sur l'observation que Jérusalem est un nom mystique qui signifie vision de la paix, ménagent, comme chez Prudence, une homologie entre paix éternelle et paix entre les hommes. La paix, écrit Augustin, retrouvant naturellement l'accentuation lyrique, est un si grand bien que même dans les choses de la terre et du temps, il n'est rien de plus doux à apprendre, rien de plus désirable à convoiter, rien de meilleur à trouver. Suit le long excursus où, en contrepoint du roi pacifique, apparaît dans sa caverne sauvage, sa spelunca, la figure du monstre à demi-homme qui ravit, tue et dévore Rapiebat, Nekabat ou Orabat, Cacus, ainsi appelé en raison de sa férocité, et qui pourtant poursuit Augustin, mais ici sa marque personnelle pour sa vie et pour son corps, et qui a besoin lui aussi de paix. Tout cruel et bestial qu'il était, il œuvrait cruellement et bestialement à la paix de sa vie, de son propre salut. Mais la paix dans le poème n'est pas seulement une notion, elle est un des acteurs du drame. C'est elle qui met la fin à la guerre. La paix bienfaisante,
oui. Est-ce que non, je n'ai pas. Bon, on va rester là. La paix est bienfaisante, mais fin à la guerre. Les soldats qui n'éprouvent plus aucune terreur quittent la tenue de campagne. Ils dégrafent et retirent la ceinture de leurs flancs. Leurs robes glissent et redescendent jusqu'à leurs pieds. Vestis at usque pedes descendens defluit immos. C'est encore contre elle que se fait l'attaque haineuse de discorde. Enfin, c'est sur l'évocation de la paix que se termine également le discours de la foi. Celle-ci prend la parole à son tour pour annoncer la construction d'un temple dont Concorde prendra les mesures avec sa règle d'or, et où siégera en majesté la sagesse, sapientia, et voici ses ultima verba. Il faut que je termine, oui. Jusqu'ici, donc je cite, jusqu'ici nous avons tour à tour livré de rudes corps à corps. C'est maintenant à la toge blanche de la paix silencieuse de remplir activement sa tâche. Munia nunc agitet tacitae toga candida pacis. Toga candida pacis, la robe blanche de la paix, l'évocation a sans nul doute sa source dans la 10e élégie de Tibulle, qui est une détestation de la guerre. Cependant, que la paix féconde nos campagnes, la paix éclatante de blancheur a la première conduit sous le joug recourbé les bœufs pour le labourage. La paix a nourri la vigne et renfermé le jus de la grappe. La paix fait reluire le hoyau et le soc, tandis que les armes du soldat sont dans un coin obscur, surprises par la rouille. Et à nouveau, donc, vient à nous, paix bienfaisante, un épi à la main, et laisse s'échapper à tes pieds les fruits du pli de ta robe blanche. Donc là, je termine là en 2 mots. La source donc tibulienne ne fait aucun doute à mes yeux. Cependant, elle prend une valeur et une force nouvelle dans la puissante mise en scène de la psychomachie. Dès lors, on ne peut résister à mettre en rapport cette dernière image à forte valence à la fois symbolique et chromatique, ainsi valorisée par sa place en conclusion du discours de Fidès et donc en conclusion du poème tout entier, avec sa figuration picturale placée également en vive lumière, au milieu de la paroi, face au spectateur et face à l'entrée. Je vous remercie.